Merci d'être venus si nombreux ce soir pour notre conférence. Je suis Laetitia, la directrice des opérations de l'association. Et du coup, ce sont mes collègues de Tonin et Jade qui vont se présenter et qui vont mener cette petite conférence. Ensuite, il y aura une projection d'un film qui a été réalisé par un de nos anciens biologistes, notamment sur l'atoll de Tetiaroa. Pour ceux qui ne savent pas, l'association, elle a été fondée il y a 20 ans, 22 ans maintenant, en 2004, par Cécile Gaspard, qui est vétérinaire et donc qui n'est pas là aujourd'hui et qui s'en excuse. Et donc c'est grâce à elle qu'on fait tous ces programmes de recherche. Donc l'association, elle est organisée en trois pôles. Il y a le pôle conservation, dans lequel s'insère plus ou moins la conférence de ce soir, même si tous les pôles sont reliés. Le pôle éducation, donc là, il va y avoir notre coordinatrice Chana de l'éducation qui va donc accueillir les élèves, les scolaires, les entreprises, créer des programmes pédagogiques, aller dans les classes, organiser tous les visites grand public qu'on va pouvoir recevoir sur site. Et il y a le pôle communication qui vient en soutien avec notre chargée de la communication derrière, Emma, de ces autres pôles. Donc, on les a séparés en pôles pour mieux se structurer au quotidien, n'est-ce pas? Mais finalement, on travaille tous ensemble et un pôle ne va pas sans l'autre. Donc voilà, aujourd'hui, on fonctionne comme ça. On fonctionne beaucoup grâce à nos bénévoles. On a en effectif une quarantaine de bénévoles et en pratique réelle, on a une quinzaine de personnes qui sont vraiment présents avec nous chaque semaine, chaque mois. Et sans eux, on pourrait pas fonctionner. Aujourd'hui, nous, on est 7 salariés avec des services civiques, des stagiaires. Et donc, grâce à ça, on arrive vraiment à faire de belles choses. Il y a 3 ans, on était encore à Montréal pour ceux qui ne savent pas. Donc, il y a beaucoup de gens encore, n'hésitez pas à le dire, qui pensent on est à Montréal. Mais on a déménagé en 2023 et donc c'est l'hôtel Intercontinental qui nous accueille ici, qui nous héberge gracieusement et qui soutient pas mal de nos programmes. Et donc, il nous a mis à disposition le beau bassin. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le visiter par là-bas. Il y a un espace dédié à la réhabilitation de nos tortues. D'ailleurs, il y a un poulpe dans la grande nurserie. Il est très gros. Je sais pas ce qu'on va en faire de celui-là, mais c'est une menace pour nos bébés. Donc, à voir si on le sort et on le met dans son environnement naturel. Et donc, voilà, c'est aussi grâce au soutien du groupe Pacific Beachcomber qu'on arrive à avoir ce bel emplacement, qui ont designé ce faré pour nous, nos bureaux et donc notre centre de soins que certains ont eu déjà la chance de visiter et même qui nous aident, j'en vois quelques-uns, tous les week-ends, n'est-ce pas, quand nous sommes en week-end nos bénévoles viennent nous aider. Voilà, je vous laisse entre les mains de Tona et à bientôt. Merci. Bonjour à tous, alors moi c'est Tonin, je suis le coordinateur adjoint des problèmes de conservation à Temana Temana. Donc aujourd'hui on va vous faire une petite conférence, on va parler de deux projets, un en cours, un terminé. Le premier, c'est moi qui vais le présenter, ça va parler du projet RISET sur les tortues de Floride à Tahiti. C'est un projet qui n'est pas encore abouti. Et ensuite, ce sera Jade, qui est la coordinatrice des programmes de conservation et qui est aussi vétérinaire au centre, qui parlera du projet Impax, qui est terminé depuis peu, et qui parle des tortues imbriquées. Voilà. Donc pour ma première partie, je vais vous montrer un petit peu le déroulé. Ça va être très simple, en trois étapes basiques. La biologie de la tortue de la Floride, comprendre un peu comment elle fonctionne, ses caractéristiques spéciales. Ensuite, on va parler du projet RISET en tant que tel. Quels sont ses objectifs? Qu'est-ce qu'on souhaite avoir comme réponse? Et enfin, les premiers résultats au bout d'un an de projet, puisque c'est un projet sur 2 ans. Et on arrive à la première année, donc on a des débuts de résultats, mais on n'est pas encore au bout. Il faudra revenir à la fin dans un an. On refera une conférence si ça vous a plu. Donc pour démarrer, pour parler de la tortue de Floride, il faut savoir que son nom latin à la base c'est Trachemys scripta. Et en fait, il y a trois sous-espèces, Trachemys scripta elegans, Trachemys scripta scripta et Trachemys scripta rosti. Et en fait, la élégance, c'est celle qu'on voit le plus ici à Tahiti, mais également à travers le monde, puisque c'est celle qui a été le plus utilisée dans le commerce et distribuée un petit peu partout au travers du monde. Donc voilà pour cette tortue. Son nom anglais, c'est la Red Ear Slider, donc la glisseuse à oreilles rouges. Nous, en France, on l'appelle tortue de Floride, mais en fait, c'est une erreur de l'appeler comme ça, puisque si vous regardez cette voie en géographie, ça, c'est son aire de répartition naturelle aux États-Unis, et elle est plutôt au sud-est, mais elle ne va pas jusqu'à la Floride, donc du coup, elle porte un nom un peu usurpé. C'est parce qu'en fait, en France, on a eu les premières tortues issues de l'élevage qui venaient de ports de Floride. Et donc, on a dit c'est des tortues de Floride, mais en fait, elles ne viennent pas de là. Elles viennent de plus à l'ouest que la Floride.
Ouais, pour cette espèce. Comme je l'ai dit, c'est une tortue qui a été beaucoup utilisée au terme de commerce. Elle s'est dispatchée à travers le monde et c'est une des problématiques qu'on a aujourd'hui, dont je vais parler ensuite. Pour parler un peu de sa morphologie, cette tortue, à la naissance, elle va faire quelques centimètres, mais à l'âge adulte, elle va atteindre 30 centimètres. Elle va peser à la naissance quelques grammes, et pareil, elle peut atteindre 2,5 kilos, ce qui en fait quand même une tortue assez grosse pour une tortue d'eau douce. Et elle peut vivre très longtemps, 30 ans pour une tortue. Une petite tortue de taille, c'est déjà beaucoup. Et on la reconnaît facilement à sa tache rouge derrière l'œil. Donc ça, c'est les scripta élégans, on les reconnaît avec cette tache rouge. Alors attention, parce qu'en vieillissant, cette tache disparaît, donc c'est pas forcément le meilleur moment pour la reconnaître. Mais ici, on en trouve beaucoup avec cette tache encore visible. Cette espèce, elle a un grand dimorphisme sexuel. Le dimorphisme sexuel, ça veut dire la différence entre les mâles et les femelles d'une même espèce. Donc ici, l'élément majeur pour reconnaître un mâle d'une femelle de tortue floride, ça va être la longueur des griffes. Vous voyez ici au milieu en noir. Donc les mâles ont des griffes très longues et fines, comparées aux femelles qui vont être beaucoup plus courtes et plus larges. Ça, c'est l'élément majeur. Il y a aussi la longueur de la queue. Donc chez les mâles, la queue va être beaucoup plus longue que chez les femelles. Il y a autre chose que vous voyez peut-être pas trop ici. Il y a le cloaque, qui se retrouve assez proche de la fin de la queue, alors que chez les tortues femelles, il est plutôt au milieu. Et donc tous ces éléments-là, ça, c'est en fait en raison de la reproduction, puisque les tortues mâles vont pas gripper les femelles, donc ils ont besoin de griffes plus longues. La queue va aller en dessous pour mettre les cloaques au contact pour la reproduction. Il y a aussi un autre élément, mais c'est pas le plus visible, c'est la forme du plastron, donc la partie ventrale de la carapace, qui va être plutôt convexe pour les mâles, pardon, concave pour les mâles, et convexe pour les femelles, voire plat, pareil pour se mettre sur la femelle. Ça, c'est un paramètre qu'on retrouve aussi chez les tortues marines. Donc il y a des liens quand même qui se font entre ces grandes familles de tortues. Donc, l'habitat de la tortue de Floride, il est assez varié. On peut la retrouver en bassin, en étang, en mare. On la retrouve aussi dans des rivières à cours lent par contre, parce qu'elle n'aime pas quand il y a trop de mouvement dans l'eau, elle n'arrive pas à se déplacer. Et on la trouve aussi aux embouchures des rivières. Ça, c'est un élément important. Donc s'il y a des rivières qui vont ralentir au niveau de l'embouchure, on peut les trouver à cet endroit-là. Elles aiment bien les berges qui sont très ensoleillées. Et aussi, elles aiment avoir des troncs dans l'eau, à demi immergés, voire des rochers, parce qu'elles vont se reposer sur ces supports. Elles aiment bien les sols meubles, pardon, de chaque côté de la berge, parce que pour la reproduction, elles vont creuser dans la terre pour pouvoir pondre leurs œufs. Donc on dit qu'elles ont une forte plasticité écologique. Ça signifie qu'elles sont capables de s'adapter à plein d'habitats et de conditions différentes. Comme je l'ai dit, des habitats assez variés, mais aussi des conditions climatiques et abiotiques particulières. Je vais revenir après. Je parle pas, vous m'entendez bien? Alors, je vais parler plus fort. Le régime alimentaire des tortues de Floride, il est un peu spécifique. C'est-à-dire que quand elles sont juvéniles, elles vont être plutôt carnivores, omnivores à tendance carnivore. Donc, on voit le régime alimentaire, il est composé majoritairement d'insectes, de larves, crustacés et même parfois des têtards. Et un tiers de leur régime alimentaire, ça va être de la plante aquatique, des algues. Et en vieillissant, son régime alimentaire va changer et va devenir plutôt herbivore. Donc pareil, plutôt des plantes aquatiques, mais aussi un petit peu d'autres choses. On peut retrouver ici, vous voyez, des mollusques, crustacés, des vertébrés, parfois des charognes. Donc un régime alimentaire qui va changer avec l'âge. Et ça, c'est identique aux tortues vertes. En tout cas, c'est une tendance qui correspond aux tortues vertes. On a encore une correspondance entre ces différentes espèces. C'est une tortue qui est très active en journée. On la voit tout le temps se dorer sur le soleil, sous le soleil comme ça, puisque c'est un reptile, et donc elle a besoin du soleil pour faire sa thermorégulation et se réchauffer. C'est également une bonne nageuse, on peut la voir dans les cours d'eau parfois qui nage assez vite. Et ici, si vous avez la chance de voir ça au bassin, vous verrez, il y a des tortues qui se reposent sur les rochers ou parfois qu'on voit nager au fond du bassin. Un paramètre très important, l'invasivité de cette espèce, puisque c'est la raison principale de ce projet. C'est une tortue qui a une grande tolérance à la fois aux variations de température, mais aussi de salinité. Elle va beaucoup se reproduire, potentiellement 2 fois par an. Ça, c'est plutôt dans les régions tempérées, mais ici, on ne sait pas trop. Également, elle peut prendre entre 5 et 20 œufs par nid. En Polynésie française, mais également en Europe, elle n'a pas de prédateur naturel. Donc, c'est plus facile de se développer dans ces conditions-là. Et comme j'ai dit, elle a une grande capacité de colonisation. Et elle aime bien les zones parfois aussi très artificialisées, très urbanisées. On en voit à Papeete, à Pirée et compagnie. Et elle est considérée comme l'une des 100 espèces les plus envahissantes au monde, puisque bah, elle a été beaucoup distribuée à cause de l'homme lors du commerce.
mais également parce qu'elle s'adapte à toutes les latitudes, à toutes les températures, qu'elle n'a pas de prédateurs et qu'elle a été beaucoup rejetée dans les rivières. Ça, c'est une erreur qui a été beaucoup faite, donc j'en profite pour le dire maintenant. Si vous avez des tortues de Floride, ne les relâchez pas dans les rivières. C'est terrible pour les habitats. Et donc, toutes ces invasivités, ça va avoir des conséquences au niveau écologique, puisque cette espèce, comme j'ai dit, d'une part, en Polynésie française, elle n'a pas de prédateurs. Par contre, elle va prédater la faune et la flore locale. Alors, on ne sait pas à quel degré, c'est l'un des objectifs de l'étude, mais il y a ce problème-là. En tout cas, en Europe et en France, c'est un gros problème. Elle peut être en concurrence avec d'autres espèces de tortues d'eau douce. Ici, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'il y a une niche écologique vacante qui lui permet de se développer assez massivement. Par exemple, en France, il y a la cistude d'Europe, tortue d'eau douce très protégée, et il y a une grosse concurrence avec la tortue de Floride. Donc là, elle a un impact sur une autre espèce de tortue d'eau douce. Elle peut avoir un impact aussi sur les berges et les habitats tout au long des rivières et des cours d'eau, puisqu'elle va faire des trous un peu partout. Et un autre problème que les gens ne savent pas trop forcément, c'est les risques sanitaires, que ce soit avec d'autres espèces animales ou avec l'humain. Elle peut transmettre la leptospirose ou la salmonellose. Donc si vous manipulez des tortues de Floride, il faut soit mettre des gants, soit bien se laver les mains après. Il faut bien penser à ça. Il y a des risques. Ça, c'est un cas montré aux États-Unis. Plusieurs personnes ont été contaminées par des tortues. Les tortues sauvages qu'on trouve dans les cours d'eau. C'est le risque. Donc, suite à ce constat d'invasivité et également de risque pour l'écosystème, Temana Temona a réfléchi à une solution pour résoudre ce problème, puisqu'il y a eu beaucoup de signalements qui ont été faits au cours des dernières années, des citoyens qui ont vu des tortues dans les cours d'eau, dans leurs jardins, dans leurs piscines. Donc, il y a ce premier facteur. Aussi, au niveau de l'État, il n'y a pas encore eu de grandes réflexions et de grandes procédures pour gérer ce problème de tortues dans les cours d'eau. Et donc, Temana Temana a postulé à un appel d'offres en lien avec l'OFB et la Française des Jeux. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet, ça s'appelle Mission Nature. Donc, c'est un ticket à gratter et une part du bénéfice va à une enveloppe pour l'Office français de la biodiversité. Et dans cette enveloppe-là, un certain nombre de projets sont sélectionnés chaque année pour financer des projets de restauration écologique ou de connaissances sur la biodiversité. Donc, c'est comme ça qu'on a abouti à ce projet avec ce premier financement de l'Office français de la biodiversité. Alors, les objectifs de ce projet, ils sont multiples. Le premier, c'est de mettre en place un protocole de capture de tortues de Floride et aussi de gestion, puisqu'une fois qu'on les a capturées, il faut savoir quoi en faire. Réduire les populations dans les rivières les plus touchées par la présence de tortues de Floride. Également de restaurer les embouchures concernées par cette présence forte de tortues de Floride. Alors ça se fait de manière indirecte, puisqu'en enlevant une pression forte d'une espèce exotique envahissante, normalement l'impact, ça va être que la faune et la flore va revenir sur site et se redévelopper. Aussi faire une étude qui n'a encore jamais été faite ici en Polynésie française, et notamment à Tahiti, faire une étude sur son écologie, connaître son régime alimentaire, puisque on a des études qui sont faites aux États-Unis et ailleurs, mais ici on ne sait pas exactement ce qu'elles vont manger par rapport aux espèces qu'il y a au niveau local, en faune et en flore. Connaître sa distribution tout autour de Tahiti, quels cours d'eau sont concernés et à quelle intensité, savoir s'il y a une reproduction qui se fait au milieu sauvage. Donc tout ça, on veut le savoir et le démontrer. Et le dernier élément qui est aussi très important, c'est la sensibilisation et l'implication des acteurs locaux. Donc ça passe par à la fois les affiches, les posts dans les réseaux sociaux, à la fois passer dans les émissions de télé, et également aussi avec des écoles, donc de primaire jusqu'au lycée, sensibiliser les enfants à ce sujet. Donc voilà, ça passe par tout ça. Donc il y a beaucoup d'objectifs dans ce projet. On a bien avancé déjà, mais c'est pas fini. Alors comment on arrive à répondre à tous ces objectifs? Alors d'abord, pour la détection des tortues de Floride, bah, il y a eu d'abord nous qui sommes allés dans les cours d'eau pour voir les sites qui pouvaient être concernés. Et aussi, il y a eu beaucoup le bouche à oreille des citoyens qui nous ont dit avoir vu des tortues dans telle ou telle rivière. Normalement, on devait aussi utiliser l'ADN environnemental, c'est ça, l'ADN-E. Alors, malheureusement, on a un petit retard dans l'avancement de cette étape. Donc, au lieu de nous servir de ça, alors, pour vous expliquer rapidement, l'ADN environnemental, c'est capter dans l'eau des traces d'ADN de tous les animaux et toutes les plantes qu'on trouve dans un cours d'eau. Et donc l'objectif, c'est de savoir s'il y a telle ou telle espèce qui nous intéresse. Là, on voulait savoir s'il y a des tortues de Floride dans les rivières qu'on voulait tester. Malheureusement, on a pris du retard, donc l'objectif va être inverse. Dans les rivières où on a capturé des tortues, où des tortues ont été observées, on va faire de l'ADN oriental pour voir s'il y en a encore. Et les rivières où on n'a pas pu mettre des pièges, mais on a des suspicions de présence de tortues de Floride, on va les tester aussi pour voir si réellement on voit des tortues de Floride ou pas. Ça, c'est l'idée générale parce que dans le détail, c'est plus compliqué que ça. Il y a aussi les kits LAMP, c'est des kits ADN qui nous permettent de facilement et de manière économique tester plein de rivières à la chaîne.
Ça, on le fera plus tard dans le projet, mais c'est une manière de tester plein de rivières facilement vers la fin du projet. Pour la capture des tortues, on utilise des NAS. Alors, à l'origine, on a commencé à essayer de fabriquer des pièges à tortues. On a voulu faire des pièges à installation. C'est des pièges qui flottent dans l'eau avec des planches en bois sur les côtés. Comme ça, les tortues ont envie de se mettre dessus pour profiter du soleil. Et de la peau au milieu du piège. Comme ça, elles tombent dans le piège et ensuite, elles ne peuvent pas ressortir. Malheureusement, ça ne marchait pas très très bien. Mais en échangeant avec d'autres collègues qui travaillent dans d'autres îles où il y a un problème de tortues de Floride, notamment en Nouvelle-Calédonie, on a eu l'idée de mettre en place des nasses à poissons qu'on a légèrement modifiées. Pour vous dire simplement, ces nasses à poissons qui sont ici, on ne souhaite pas tuer les tortues de Floride qui seraient capturées. Du coup, on met des flotteurs, c'est des bouteilles d'eau qu'on a attachées en surface du piège. Et à l'intérieur de la nasse, on a mis une petite bouteille d'eau percée. On met de l'appât qu'on a attaché au fond du piège pour attirer les tortues. Et ce piège est accroché avec une corde noire où on a mis un petit panneau qui explique le projet pour que les gens ne nous volent pas les pièges, puisque ça peut arriver, où on explique en quoi consiste le projet, pourquoi on ne fait pas du braconnage de poissons, et accroché à un arbre ou à une plante. Et on a aussi des cages à crabes qui sont des plus petites tailles qui permettent de tester ces pièges dans des cours d'eau avec beaucoup moins d'eau, puisque les nasses à poissons sont hautes comme ça et les cages à crabes beaucoup plus basses. Donc ça permet d'aller dans tous les habitats différents. Ensuite, on a fait des suivis. Alors, sur le terrain, on a pris le point GPS de tous les pièges qu'on a mis, la profondeur des pièges dans les cours d'eau, on a testé la salinité pour savoir à quel point les tortues résistent à l'eau saumâtre, la température de l'eau aussi. Et une fois qu'on a capturé les tortues ou qu'on nous en a ramenées, on les met en laboratoire et on fait des mesures de dimension de tortue. On va prélever un échantillon de griffes, de peau et de fesses. En fait, ces échantillons-là nous permettent de savoir leur régime alimentaire, mais à différentes étapes de leur vie. C'est-à-dire que quand on a les fesses, forcément, c'est le régime alimentaire très proche, puisque c'est ce qu'elles viennent de rejeter. Mais dans la peau et dans les griffes, on va avoir des éléments beaucoup plus anciens de leur régime alimentaire. Ça nous donne des éléments complémentaires. Et ensuite, ces tortues, on les met au bassin intercontinental, qui se trouve de l'autre côté. Donc la plupart des tortues que vous verrez là-bas, c'est des tortues qui ont été capturées ou qu'on nous a ramenées par les citoyens. Je vais parler du bassin. Ce bassin, à l'origine, il était là depuis un certain temps. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a clôturé pour que les tortues ne s'échappent pas. Et on a également aussi une liste de certains propriétaires à qui on a déjà redonné des tortues qui ont des habitats qui sont normalement sécurisés pour que les tortues ne s'échappent pas, parce que l'objectif, c'est pas qu'elles repartent dans la nature. Je ferai la sensibilisation. On a un certain nombre d'affiches créées qu'on diffuse aussi dans les communes, dans les magasins. On a fait des vidéos, des spots dans les réseaux sociaux. Je parlais d'ateliers avec les scolaires. Et en partenariat, je parlais de l'OFB, qui est notre financeur principal, aussi l'UMRC Copol, qui sont les scientifiques qui vont faire l'analyse à la fois de l'ADN environnemental et à la fois des régimes alimentaires de ces tortues de Floride. Et ensuite, les communes, forcément, on a changé beaucoup de courriers avec eux, on allait les voir pour les sensibiliser, on a fait tamponner nos affiches et on en a mis certaines dans les mairies. Donc, dans les premiers résultats, je ne sais pas si vous voyez très bien parce que c'est des petits points et la qualité n'est pas parfaite. Pour l'instant, on a testé 24 rivières dans 14 communes différentes. Donc, on peut voir ici, on s'étale du nord jusqu'à un petit peu l'ouest. On n'a pas encore fait cette partie et ça va pas tarder. Et ensuite de Papara jusqu'à Papeari et ensuite un petit peu avant. Et on a fait le sud de la Presqu'île. Donc on va encore faire cette zone-là. Parce qu'en fait, l'objectif de tous ces tests, à la base, on devait faire 20 rivières, on en a fait 24. On va sûrement en faire une trentaine, puisqu'on est censé conserver 5 rivières où il y a beaucoup de tortues de Floride, pour ensuite faire des séquences d'un mois intensives où on va en capturer beaucoup. Malheureusement, sur tous les pièges qu'on a posés, il n'y en a que 3 rivières où on en a capturé. Donc il nous manque des sites pour tester. L'autre problématique qu'on a eue, c'est la météo, puisqu'on a commencé en novembre. Et la météo en novembre, décembre, janvier, février, c'était pas terrible. Donc dans les cours d'eau, quand les rivières sont crues, il y a un gros courant, soit les pièges peuvent se détacher, soit ils vont se prendre dans des branches et ça va les déchirer. On a beaucoup de pièges déchirés qui ont dû rapiécer. Donc ça, c'est une grosse complication. Et un autre problème qu'on n'avait pas anticipé, c'est les anguilles, puisque la majorité des cours d'eau ici ont des anguilles de grande taille. Le problème, c'est qu'une anguille, c'est un odorat très performant. À peine on met un piège dans le cours d'eau, s'il y en a, elles vont arriver très très vite. Et donc quand elles rentrent dans le piège, bah, du coup, la tortue de Floride n'a pas envie de rentrer, forcément, ça bouge dans tous les sens. Et en plus, on n'a pas envie de tuer des anguilles, pardon. Et donc, on a mis en place un système d'anneaux de différents diamètres pour que les anguilles, une fois qu'elles rentrent, s'échappent, mais que les tortues des dimensions supérieures restent bloquées. Par contre, on perd des petites tortues. D'où l'intérêt de mettre les cages à crabes
qui permettent de capturer ces petites tortues qu'on n'aurait malheureusement pas vues dans les grandes nasses. Voilà les problématiques des pièges. Là, c'est la répartition à la fois des observations. Alors, les couleurs, vous n'allez pas voir, je pense. Et vous voyez un petit peu les points. Il y a observation de tortues, donc les personnes qui ont vu des tortues dans un cours d'eau pas loin de chez eux et qui nous ont appelés, ou les tortues capturées par des personnes, ou celles que nous, on a capturées avec nos pièges. Donc les 4 tortues avec les pièges, c'est là, là et là aussi à Thérapeau. Sinon, bah, de toute cette zone-là, ici, ici, un petit peu là et là, c'est les tortues qui ont été observées ou capturées ou autres. Donc ça représente 45 tortues données par des citoyens, nous seulement 15 capturées. Ça nous fait déjà beaucoup de tortues en un an et un peu moins de tests. Donc qu'est-ce qu'on peut dire avec ce premier résultat et cette carte? C'est qu'il y a à peu près des tortues partout sur l'île. Ça, c'est un premier résultat. On ne savait pas à quel point il y avait une contamination des rivières. Là, c'est assez efficace, c'est assez voyant. Et on a récupéré beaucoup de données lors de ces échantillonnages. Autre résultat, on est censé poser 200 affiches dans les communes. On en a fait 74 pour l'instant dans 15 communes, oui. Dans les magasins, dans les mairies, chez les vétérinaires. On a déjà posté plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux, on a fait un certain nombre de posts, comme ici. Et on voit que ça marche assez bien, puisque on a beaucoup de retours de personnes qui nous ramènent des tortues ou qui nous citent avoir observé des tortues. Ce week-end, c'était un record. On a 3 tortues qui ont été ramenées samedi et une hier. Donc ça commence à prendre de l'ampleur. Autre résultat, on peut être sûr et certain maintenant que les tortues se reproduisent à Tahiti. On a trouvé des tortues de toute taille, du nouveau-né jusqu'au juvénile, jusqu'aux tortues adultes et même assez vieilles. Donc c'est évident qu'à la reproduction, on a des personnes qui ont observé des coquilles d'œufs et des tortues à peine nées. C'est une mauvaise nouvelle. Et aussi, on a la confirmation qu'il y a une très bonne tolérance à la salinité, puisque dans la baie de Phaéton, sur la presqu'île, on a eu la présence de tortues dans la baie, donc dans un milieu extrêmement salé. On a testé la salinité, on était à 24 grammes par litre d'eau de mer. C'est beaucoup puisque la vraie eau de mer est à 35 grammes, donc on est dans une eau très salée. Pourtant, les tortues s'en accommodent très bien. Et comme je le disais, bah, il y a une bonne mobilisation citoyenne puisque, par exemple, il y a 2 jours, on a eu un post sur Allo qui sait quoi, d'une personne qui avait trouvé une tortue. Dans les commentaires, c'était assez intéressant. On a vu un certain nombre de personnes qui parlaient du sang de tortue, qui parlaient de l'Intercontinental, qui disaient que les tortues étaient dangereuses pour l'environnement, qui ont pris des photos d'affiches dans des magasins et qui ont dit il faut appeler ce numéro. Donc ça commence à bien marcher. Voilà. Et on a une meilleure compréhension de toutes les problématiques qu'on a pu avoir. Les problèmes de pollution dans les rivières de Papeete et Pierret qui ont un impact négatif sur la capture des tortues. Le problème des anguilles qu'on commence à régler doucement. Donc ça avance dans le bon sens. Dans les analyses scientifiques, alors comme j'ai dit, on a déjà récupéré un certain nombre d'échantillons de griffes, de peau et de fesses. L'objectif, c'est d'en avoir un grand nombre pour envoyer des lots en laboratoire, puisque ça se fait par gros lots. Et ensuite, en milieu de l'année 2027, on aura les premiers résultats des régimes alimentaires pour savoir vraiment ce que les tortues de Floride mangent ici. Le protocole d'ADN environnemental a été quasi fini et on va démarrer la mise en place des tests sur terrain dans les prochaines semaines. On a amélioré les méthodes de piégeage et comme je le disais, bah, le métabarcoding et l'isotope, donc c'est la partie test du régime alimentaire, ça va se faire en 2027. Donc pour conclure, si vous voyez des tortues de Floride, si vous en observez ou si vous en capturez, n'hésitez pas à nous contacter. Ou si vous connaissez des personnes qui en ont déjà eu ou qui en ont à l'heure actuelle et qui veulent s'en débarrasser, n'hésitez pas à les faire revenir vers nous, puisque nous, on va les récupérer et ça nous fera des spécimens pour les échantillonnages et pour l'étude des tortues de Floride. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Jade. Merci. Donc, bonjour à tous, moi c'est Jade, je vais vous parler du coup plus des tortues de Floride, des tortues marines et d'un projet qui s'appelle le projet Impax. Donc c'est un projet qui s'est déroulé là pendant 1 an et demi et qui vient de se finir. Donc je vais vous présenter un peu, expliquer qu'est-ce que c'est ce projet et les résultats du coup qu'on a obtenus grâce à ce projet. Donc le projet Impax, c'est un projet qu'on a mené en collaboration avec Wallis et Futuna, donc un territoire français du Pacifique Sud aussi. Et en fait, il a été mis en place parce que Cécile, du coup, qui a fondé l'asso, s'était rendue à Wallis et Futuna. Et en fait, elle avait eu la chance d'observer une tortue imbriquée en ponce. Donc, qui sont les tortues, je vous expliquerai bien la différence après, mais celles qui ont le bec pointu. Et en fait, dans le Pacifique Sud, il y a très peu de sites de ponte, donc ça l'a beaucoup intéressée.
Surtout que là-bas, il n'y a rien qui est mis en place pour les tortues. Il n'y avait rien à l'époque, il n'y a jamais eu de suivi de ponte. Les gens ne savaient même pas que cette espèce forcément pondait là-bas, etc. Donc, on a décidé de mettre en place ce projet avec eux pour faire un peu en fait des suivis en commun, qu'on ait les mêmes protocoles pour qu'après on puisse comparer nos données et surtout nous qu'on puisse les former parce qu'ici on le faisait depuis longtemps. Donc, du coup, on a fait ce projet sur 2 saisons de ponte entières. Le but, c'était du coup de faire un suivi à Wallis et Futuna et nous, en Polynésie, d'aller essayer de voir aussi est-ce qu'il y a des tortues imbriquées qui pondent parce qu'on n'avait quasiment aucun site connu. Et après, bah, aussi de voir s'il y avait d'autres sites qu'on connaissait pas de tortues vertes de ponte en Polynésie. Donc, les gros objectifs du projet, il y avait une partie également culturelle, de essayer d'interroger un peu des gens parce que c'est très présent bah, en Polynésie, mais aussi à Wallis et Futuna. Donc, on a fait des recueils de témoignages. Après, on a essayé de coup de créer un réseau d'observateurs, donc qui était déjà un peu présent nous en Polynésie grâce à l'assaut, mais surtout à Wallis et Futuna là-bas pour un peu motiver les gens à renvoyer des infos sur les tortues quand ils en observaient dans la mer, quand ils observaient des traces, des pontes, etc. Et ensuite, bah, surtout le suivi des pontes standardisés, de le mettre en place sur Wallis et Futuna, et nous de faire des missions du coup dans certaines îles qu'on avait définies qui avaient de l'intérêt pour nous, pour essayer de voir s'il y avait des pontes d'imbriqués, mais aussi de vertes, est-ce que c'était des pontes, des sites de pontes intéressants. Donc, du coup, pour commencer, je vais juste du coup rappeler un peu les deux espèces bah, qui intéressent le projet. Donc, on a la tortue verte et imbriquée. Donc, ces deux espèces qu'on retrouve bah, évidemment dans le Pacifique Sud, et elles sont toutes les deux sur la liste rouge de l'IUCN. La tortue verte, elle est en danger à l'échelle du Pacifique Sud, mais à l'échelle mondiale, il y en a sûrement qui ont dû entendre, elle a été déclassée en préoccupation mineure. Donc, c'est une bonne nouvelle pour cette espèce parce que ces stocks ont tendance à remonter dans des endroits du monde. Mais dans le Pacifique Sud, elle reste quand même en danger ici. Et la tortue imbriquée, à l'échelle mondiale et à l'échelle du Pacifique Sud, elle est en danger critique d'extinction. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant bah, de connaître plus sur cette espèce parce qu'elle est encore très menacée, notamment parce qu'elle a été énormément braconnée à l'époque pour ses écailles, notamment vers l'Asie, etc. Donc il y a eu beaucoup de diminution de la population à cause de ça. Du coup, sur ces deux espèces, donc la tortue verte est à peu près bon, 1 mètre, 1 m 20 à l'âge adulte, 100 kilos. Elle est surtout herbivore, donc elle va plutôt manger des algues et des herbiers, un peu plus omnivore quand elle est jeune. Mais à l'âge adulte, elle mange quasiment exclusivement des algues et c'est notamment pour ça qu'on pense qu'on n'a pas beaucoup d'adultes qui vivent en Polynésie, parce qu'on n'a pas beaucoup de grosses zones d'herbiers comme on peut avoir dans d'autres endroits. Et après, elles vivent donc dans des habitats peu profonds, c'est pour ça qu'on les observe souvent bah, autour de nos côtes ici. Et sa saison de ponte et ses sites de ponte sont bien connus en Polynésie. Elles pondent d'octobre à avril, donc pendant la saison chaude. Et après, on a bah, beaucoup de sites qui sont connus, pas tous, mais une grande partie. Et ensuite, pour la tortue imbriquée, donc celle-ci, elle est un peu plus petite à l'âge adulte, elle fait 80 centimètres et 80 kilos. Elle, par contre, elle va être carnivore plutôt, donc d'où le bec plus pointu que la tortue verte. Elle se nourrit notamment beaucoup d'éponges en Polynésie française. Et elle vit aussi dans les mêmes habitats que la tortue verte, moins de 100 mètres de profondeur. Et par contre, du coup, la saison et ses sites de ponte ne sont pas connus en Polynésie française. Donc, on avait, même avant de débuter le projet, un seul site de ponte qui avait été connu. C'était Reao, une petite île des Tuamotu. Mais c'était une ponte à un moment donné qui avait été confirmée. Mais c'est tout, il n'y avait pas eu de ponte régulière à cet endroit. Et sa viande, du coup, est réputée comme étant toxique, notamment en Polynésie, du fait qu'elle mange en fait ses éponges. C'est à cause de son régime alimentaire qui fait qu'elle est toxique. Par exemple, les tortues vertes, à un autre endroit du monde, elles peuvent être toxiques. C'est vraiment en fonction de ce qu'elles vont manger les populations en fonction des endroits du monde. Et donc, du coup, les différences si on les observe pour les différencier, donc il y a ce bec plus pointu pour la tortue imbriquée et plus arrondi pour la tortue verte. Les écailles aussi, eh ben, elles s'appellent imbriquées parce qu'elle a les écailles imbriquées comme les tuiles d'un toit, alors que la tortue verte, elles vont plutôt être lisses et juxtaposées côte à côte. On a également, sur les regards de face, pour être sûr de ne pas se tromper, vous comptez le nombre d'écailles entre les yeux. La tortue imbriquée, elle a 4 écailles. La tortue verte, elle a 2 grandes écailles. Et enfin, bon, ça c'est pour votre culture parce que ça se voit pas beaucoup quand on les observe dans la mer, mais elles ont des griffes sur leurs nageoires, les tortues. La tortue imbriquée, elle a 2 griffes en nageoire. La tortue verte, elle a une griffe en nageoire. Donc voici les principales différences si on les observe. Et l'autre différence qui était très importante pour le projet, c'était comment elle marche sur la plage. Donc à gauche, c'est une tortue verte. À droite, c'est une tortue imbriquée.
Ce qui fait que du coup, bah, les traces sur la plage ne sont pas pareilles. La tortue verte, du coup, ça va être des traces symétriques parce qu'elle va se hisser du coup de tout son mince, corps. Alors que la tortue abriquée, vous voyez qu'elle fait droite-gauche, donc on n'aura pas les mêmes traces. Donc ça a été très important pour le projet. Parce que c'est comme ça, du coup, qu'on a expliqué aux gens, bah, souvent ils tombent pas sur la tortue, mais comment ils pouvaient savoir si c'était une verte ou une imbriquée. Donc, du coup, voilà, on voit la différence des traces entre les deux tortues. Et ensuite aussi les différences des bébés, parce que du coup, il y en a beaucoup qui ont observé les émergentes, mais pas les pontes. Donc les tortues imbriquées, bah, déjà, elles ont déjà les écailles imbriquées et surtout, elles sont vraiment beaucoup plus marron à la naissance, alors que les tortues vertes, elles sont noires de carapace. Donc voilà un peu les principales différences pour la biologie des tortues. Du coup, là, je vais vous présenter maintenant les principaux résultats qu'on a obtenus grâce à ce projet. Donc déjà pour la tortue marine et la culture, donc ce qu'on a fait, c'est que dès qu'on partait en mission, on essayait d'interroger des gens. Et également à Wallis et Futuna, ils ont essayé d'interroger des personnes, des locaux. C'est pas forcément facile ce travail parce que les gens, ils sont pas forcément ouverts toujours à parler sur leur culture, etc. Donc c'est vrai que souvent c'était bien de rester au moins une semaine dans les endroits parce que ça permettait de créer le contact avec la population. Donc, du coup, ce travail que je vais vous présenter là, on montre dans les grosses lignes les principaux données qu'on a eues par rapport à ça. Et on a eu justement des financements pour continuer ce projet, notamment avec Chana en éducation, parce que on aimerait bien justement avoir d'autres témoignages pour à la fin vraiment faire un petit film vidéo sur tous ces témoignages qu'on a pu obtenir. Et parce que c'est de plus en plus important et même pour la conservation, on a des données super intéressantes que les locaux ont. Donc du coup, pour commencer pour Wallis et Futuna. Donc Wallis et Futuna, juste pour vous remettre dans le contexte, les tortues là-bas. Donc l'interdiction est aussi présente de consommation, mais elle est beaucoup moins respectée. Par exemple, avant le projet, il n'y avait jamais eu une sanction par rapport à une consommation de tortue. Donc elle était écrite dans la loi, mais c'était vraiment très peu respecté. Mais là-bas, comme en Polynésie française, la tortue, c'était vraiment un animal sacré que tout le monde ne pouvait pas manger. Donc là-bas, à Wallis et Futuna, il y a encore un roi. Et en fait, il y avait que le roi, normalement, qui a le droit de manger la tortue. Et sauf s'il décidait d'enlever ce tabou, il y avait comme un rituel de cérémonie où il prenait une feuille et il devait enlever le tabou de manger la tortue pour que tout le monde puisse en profiter. Mais si le roi n'avait pas fait ça, c'était normalement interdit et justement, il pouvait y avoir des sanctions si les gens en mangeaient à l'époque et qu'ils n'étaient pas enfin, de la communauté royale. Donc, Tu parles des tortues vertes. oui, bah alors justement, on a interrogé là-bas. Pour eux, là-bas, c'était pas forcément toxique la tortue imbriquée. Et par rapport à ici, où tout le monde nous disait, ah si, on sait qu'il y a des familles entières qui sont mortes. Là-bas, c'était pas forcément toxique, mais ils disaient souvent qu'il a pêché moins parce qu'il était moins, il y avait moins de chair tout simplement, et du coup, la tortue verte était plus intéressante à pêcher. Du coup, également, là-bas, il y a eu, par rapport en Polynésie, il y a eu beaucoup plus de légendes et de lieux, par exemple, créés, etc., où il y a la tortue intégrée dedans. À Futuna, par exemple, le plus haut mont, il y a une légende super intéressante qui raconte pourquoi et à qui appartient ce mont et comment il a été créé. C'est l'histoire, du coup, d'une tortue et d'une baleine. Donc, ils ont beaucoup d'histoires comme ça par rapport à la géographie de Wallis et de Futuna qui ont des histoires avec les tortues. Après, également, par rapport aux marées et à la nouvelle et pleine lune, chez eux, ils disaient toujours que quand il y avait la pleine lune ou la nouvelle lune, les tortues montaient beaucoup plus. Et également, la grosse différence, c'est les marées. Donc, ça, on le reverra aussi dans les résultats du suivi des pontes. Mais là-bas, contrairement à ici en Polynésie, on n'a presque pas de marée. Enfin, ça joue vraiment pas. Alors qu'en Polynésie, quand c'est marée basse, les tortues ne peuvent pas monter. Il y en a eu deux pendant le projet, deux qui sont mortes parce qu'en fait, elles sont redescendues trop tard. C'était marée basse et elles sont mortes desséchées au soleil. Elles n'ont pas réussi à regagner la mer. Et donc là-bas, vraiment, on savait que nous, quand je suis partie là-bas, quand on voulait aller voir des tortues la nuit, ici, il fait nuit, on va commencer à faire des prospections sur la plage, alors que là-bas, on regarde l'heure de la marée et on n'y va que 1 ou 2 heures avant et 1 ou 2 heures après. Ça sert à rien d'y aller quand c'est marée basse. On sait qu'aucune tortue va monter. Du coup, ça aussi, c'est quelque chose qui ressortait beaucoup dans les témoignages que ça montait bien que quand c'était marée haute. Et après aussi, il y en a deux, trois personnes qui nous ont dit que pour eux, pour savoir où était le nid, il fallait regarder autour s'il y avait des arbres. Et si l'arbre était un peu mordier, ça voulait dire que le nid était proche parce que les tortues mordiaient des fois les branches d'arbres avant de pondre.
Et du coup, donc on a eu beaucoup moins de témoignages à Wallis et Futuna, mais ils vont aussi continuer un projet sur la culture, donc ils vont essayer d'en récupérer plus. Mais du coup, bah, comme je vous disais, pendant ce projet, par contre, il y en avait jamais eu avant, mais il y a eu la première justement sanction par rapport à de la consommation. Donc, bah, ce qui a été un peu bien parce que c'était là-bas, c'était vraiment de la consommation pour de la vente et en fait, c'était des publications sur les réseaux sociaux de gens avec des tortues et un fusil harpon pour provoquer un peu. Et du coup, bah, il y a eu, grâce à la mise en place de ce projet, les premières condamnations qui ont été faites à Wallis et Futuna l'année dernière. Et du coup, en Polynésie, donc on a eu enfin des données un peu plus intéressantes sur la culture. Donc également, c'était aussi un animal tabou de consommer normalement pour le commun des mortels, donc tout le monde n'y avait pas droit. C'était vraiment aussi pour les rois, mais c'est à l'arrivée des missionnaires que ce tabou s'est levé. Et quand il s'est levé, ça restait quand même quelque chose qui était consommé pour les grosses cérémonies, les mariages ou quand il y avait des choses importantes au village. Et vraiment, ce qui est tout le temps ressorti, c'est que c'était un mets communautaire. Personne ne le mangeait juste pour sa petite famille. Quand il y avait une tortue qui était consommée, tout le monde le savait. Il y avait même il y en a deux qui nous ont reporté qui, dès qu'il y avait une tortue pêchée, ils mettaient des plantes dans le village rampantes sur la route. Comme ça, tout le monde savait qu'il y allait avoir une tortue mangée dans la journée et que tout le village soit au courant. Et donc, du coup, comment il l'a pêché? Avant, c'était quasiment tout le temps au crochet qu'il les pêchait. Il y avait aussi des techniques, du coup, où ils attrapaient d'abord des femelles et ils les attachaient au bateau, parce que du coup, les femelles en reproduction, elles libèrent des phéromones. Donc, ça attirait du coup les mâles et grâce à ça, ils vont chasser les mâles comme ça. Grâce à, en fait, les femelles leur servaient d'appât. Également, pour être chasseur de tortues, tout le monde ne pouvait pas être chasseur de tortues. Il y avait un peu des rituels. Le pêcheur de tortues s'appelait le Maona dans les Tuamotu. Et en fait, c'était celui-là qui pouvait nommer un nouveau pêcheur de tortues parce que bah, ça demandait des grosses aptitudes d'apnée. Et le pêcheur était très respecté quand tu ramenais des tortues. Mais par contre, du coup, quand ils en ramenaient pas, enfin, beaucoup moins respecté. Donc, c'était vraiment, enfin, le pêcheur Maona qui ramenait les tortues était très important pour le village et c'était un rituel de former les nouveaux Maona qui allaient pêcher à la suite les tortues. Et également, la tortue n'était pas consommée par tout le monde de la même façon. Les chefs, les femmes enceintes, par exemple les pêcheurs, etc., avaient pas les mêmes bouts. Toujours, ce qui revient, c'est que la tête de la tortue, c'est le morceau le plus important. Donc, les pêcheurs et les chefs avaient ces têtes de tortue. Et on nous a dit aussi souvent l'arrière de la tortue vers le bassin, c'était un goût très bon. Et du coup, les femmes enceintes, ils leur donnaient ce bout parce que ça leur apportait la force. Et également, les pêcheurs recevaient la tête parce que ça leur permettait d'avoir l'esprit de la tortue aussi, ce qui leur donnait des forces pour les prochaines pêches. Et ah oui, par rapport aux enfants, c'était un vieux de Nukutavake qui nous racontait ça, qui se rappelait qu'à l'époque, quand ils avaient attrapé une femelle adulte qui avait des œufs à l'intérieur, et ben les œufs, du coup, c'était réservé pour les enfants. Donc tous les enfants arrivaient avec leur noix de coco coupée en deux vides et ils mettaient un œuf dans la noix de coco qui faisait cuire au four. Donc ouais, ils se rappellent avoir mangé beaucoup d'œufs au plat comme ça. Et ensuite, du coup, aussi à Mopiti où ça mange beaucoup de tortues, là-bas, les gens, ils disaient que même après avoir mangé de tortues, ils avaient plus faim, mais ils en voulaient encore. Du coup, ils s'enduisaient en fait les parties du corps avec la graisse des tortues sur la tête, sur les bras, etc. Parce que du coup, bah, ils adoraient cette odeur, en fait, vraiment, ils en salivent même quand ils nous donnent leur témoignage, quoi. Et donc, les tortues étaient toujours cuites sur le ima, le four traditionnel, sur le dos. Ça faisait un peu comme une cocotte minute. En fait, ça permettait de garder tout à l'intérieur de la tortue. Et les restes des tortues, une fois qu'elles étaient consommées, ils n'étaient jamais remis à la mer parce que ça pouvait montrer aux tortues qui étaient dans la mer ce qui pouvait leur arriver, entre guillemets. Donc, ils respectaient vraiment les restes des tortues. Ils allaient soit les mettre dans les marais pour un peu renouer avec les liens spirituels, ou sinon ils les enterraient, mais ils les rejetaient jamais à la mer. Ensuite, par rapport aux connaissances traditionnelles liées aux pontes, donc on en a, enfin, je vais vous en dire une partie, on en a eu plein, mais du coup, selon eux, les années paires, il y a beaucoup plus de pontes que les années impaires. Également pour eux, donc les tortues pondent en moyenne 2 à 3 fois par saison. Nous, on en observe plus à Tetiaroa, mais après, ça s'est vraiment ressorti partout, 2 à 3 fois par saison, la même tortue vient pondre. Et également, ils avaient des techniques. En gros, les tortues, quand elles viennent pondre, la même tortue ne vient pas pondre qu'une fois sur la plage. Du coup, elle vient, pour eux, 2 à 3 fois par saison.
Et donc, s'il compte le nombre d'œufs que fait la tortue, il va savoir exactement au bout de combien de temps elle va revenir la prochaine fois grâce au nombre d'œufs qu'elle a pondus à la précédente ponte. Et donc, comment ils font? Donc, les tortues, ça pond à peu près 100 œufs par ponte. Donc, si par exemple, c'est pond moins de 100 œufs et pond 85 œufs, ils vont juste additionner le 8 et le 5. Et donc, 8 plus 5, ça fait 13. Donc, au bout de 13 jours, elle va revenir, la tortue, ça veut dire. Mais pour eux, elle revient pas plus de 15 jours après. Donc, par exemple, s'il y a 98 œufs, 9 plus 8, ça fait 17. Mais c'est trop parce que c'est moins de 15 jours. Du coup, ils font 1 plus 7. Donc, au bout de 8 jours, pour eux, la tortue, elle revient. Donc, c'était leur technique, en fait, pour aller voir, pour notamment, c'était souvent des techniques qui étaient parce que pour savoir quand on pouvait aller pour aller pêcher la tortue. Et donc, s'il y avait 120 œufs, ils étaient 10, plus 2, plus 0, et donc ça fait 2. Enfin, ils avaient des techniques, mais au final, qui sont très précises parce que nous, nos moyennes à Tétirois, c'est à peu près vers les 12-13 jours. Donc, c'est quand même des chiffres qui ressemblent vachement à leurs observations et leur savoir empirique sur le terrain. Après, également, ils nous disaient que s'il y avait des petites pieuvres sur le récif qui arrivaient, quand ils en observaient beaucoup, ils savaient que c'était le début de la saison de ponce. Aussi, quand une tortue était observée avec beaucoup de bernacles, des petits coquillages, c'est qu'en fait, elle venait de venir faire sa migration. Elle venait d'arriver, c'était une qui devait sûrement commencer à pondre pour eux, mais elle n'était pas là depuis longtemps autour de leur île. Et enfin, pour eux également, il y avait, comme pour Wallis, des conditions météo plus propices que d'autres. Il y en avait un qui nous racontait notamment quand il y avait de l'éclair. Pour eux, comme elles captent le champ magnétique, elles allaient sortir pour pondre. C'était quelque chose, quand les nuits à éclair, ils savaient qu'il y allait avoir des pontes de tortues. Et enfin, sur les traces, pour eux, déjà, les tortues, c'est une grande plage. Elles vont, au début de la saison, elles pondent plutôt à l'est. Et en fin de saison, au fur et à mesure, elles vont vers l'ouest pour pondre. Et également, par rapport aux traces des tortues sur la plage, pour eux, si une tortue elle monte comme ça et redescend vers la gauche, et ben la prochaine fois, forcément, elle remontera tout le temps du côté opposé. Et une tortue, si elle repasse sur sa trace quand elle a fini de pondre, ça veut dire que c'est sa dernière ponte de la saison. Elle ne reviendra plus pondre cette saison-là. Donc voilà, c'est pour vous donner quelques données sur la culture et les tortues qu'on a eues. Bon, on a eu beaucoup plus de détails, mais du coup, on espère pouvoir mettre ça en valeur à travers une petite vidéo. Ensuite, du coup, on a formé aussi un réseau d'observateurs en allant faire pas mal de conférences dès qu'on allait dans les îles, etc., pour que les gens aussi savent quelles données nous intéressent à avoir et comment ils peuvent nous les transmettre. Donc, grâce à ça, on a eu notamment des observations de tortues en mer avec, il y en a peut-être d'entre vous qui ont déjà envoyé des photos identification des tortues, donc grâce au profil d'écaille, en fait, ça va nous permettre d'identifier la tortue. Et donc, grâce à ça, on a formé aussi les gens, donc on a pu récupérer pas mal de photos de tortues. Et même à Wallis, on en a eu que 3-4, parce qu'il n'y a pas de club de plongée vraiment là-bas, c'est beaucoup plus compliqué, mais ils essayent aussi de mettre ça en place. Donc là, je vais juste vous présenter les principales cartes qu'on a eues grâce à ce réseau d'observateurs. Donc déjà pour Moorea, où on a beaucoup de tortues. Donc le ratio tortue imbriquée, c'est en orange, tortue verte, c'est en vert. On a plus de tortues imbriquées par rapport aux vertes que par rapport à Tahiti. Enfin, il y a plus de vertes dans les deux îles, mais il y a plus d'imbriquées par rapport aux vertes en proportion sur Moorea. Et donc, vous pouvez voir qu'on a surtout trois gros spots, on a énormément de tortues. Donc, le gros spot, c'est entre les deux baies, la pente externe là-bas entre les deux baies. On a aussi énormément dans le chenal à Tiaohura là-bas. Et au sorti de la passe du Beachcomber, le site qui s'appelle Taotoy, on a aussi énormément de tortues qui sont là-bas et après un peu tout autour de l'île. Mais on a du coup, par exemple, là, entre les deux baies en tout, 136 différentes tortues vertes qui ont été identifiées et 56 tortues imbriquées. Bon, ça, c'est depuis 2010, donc on n'a plus forcément 136 sur le spot, mais voilà, on a quand même pas mal pas mal de données sur ces spots-là. Ensuite, pour Tahiti, qui est la deuxième île où on a le plus de tortues, évidemment, c'est les spots de la pointe de pêcheurs. Comme en plus, il y a plein de clubs de plongée là-bas où on a le plus de tortues. Mais vous voyez que par rapport à Montréal, là, c'est quasiment les trois quarts de tortues vertes quand même par rapport aux tortues imbriquées. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, la faille Saint-Étienne, du coup, je pense que tout le monde connaît à peu près ces spots, mais qui est pas loin de la pointe des pêcheurs, vous voyez qu'en fait, on a que trois tortues imbriquées qui ont été recensées là-bas, alors qu'on a 20 tortues vertes à peu près. En fait, là-bas, c'est bizarre, on dirait qu'elles aiment moins ce spot, les imbriquées, par rapport aux verts, donc peut-être par rapport aux ressources alimentaires. Alors qu'à la pointe des pêcheurs, on a 40 imbriquées quasiment différentes qui ont été identifiées et 89 tortues vertes. Et après, on a un peu
quasiment tout autour de l'île, quoi. Sauf que la côte est, il y a pas trop de gens qui y vont et où on peut faire trop du snorkel facilement là-bas, mais où on a eu des recensements. Donc ça, c'est pour Tahiti, Moorea, où on a le plus. Et du coup, s'il y en a qui veulent nous envoyer des photos, on est toujours. C'était dans le projet, mais c'est un projet continu pour l'association. Donc, n'hésitez pas, s'il y en a qui ont des photos de tortues, on peut. En fait, nous, on vous fait un retour quand vous nous envoyez les photos, si la tortue est connue ou pas, depuis quand on la suit, etc. Et donc, si jamais on a. Bon, du coup, la photo identification. Voilà, j'ai un peu déjà expliqué, mais c'est grâce au profil d'écaille. Donc, c'est comme nos empreintes digitales, hein, c'est unique à chaque tortue, ça varie pas tout le long de la vie de l'individu. Et il y a des logiciels exprès qui sont développés pour les traiter, donc qu'on utilise. Et donc, grâce à ça, on peut identifier la tortue, même si vous avez qu'un profil. C'est quand même très intéressant pour nous. Les deux profils, ça permet d'identifier entièrement la tortue et de la nommer. Mais un profil, déjà, ça permet de savoir si on l'a déjà vue, depuis quand, etc. Et donc, pour répondre à ce réseau d'observateurs, s'il y en a qui sont intéressés, on a développé avec un ancien bénévole de l'association une application qui s'appelle WeSpot Turtles. Donc, n'hésitez pas à la télécharger si ça vous intéresse. Donc, ça, c'est pour recenser à la fois les photos identification, mais aussi si vous voyez des traces de tortues sur les plages, toute observation liée aux tortues, vous pouvez les rentrer sur l'application. Et nous, du coup, on accède à toutes ces données. On vous fait un retour par mail une fois qu'on a analysé vos photos que vous avez rentrées sur cette application. Ou sinon, on a la bonne vieille adresse email qui marche toujours très bien pour envoyer les photos idées. Du coup, maintenant, je vais passer au suivi des pontes qu'on a effectué lors de cette mission. Donc, du coup, en Polynésie française, les sites qui ont été choisis pour ce projet, donc ça a été Tikeho et Rangiroa. Donc, ces deux îles, elles ont été choisies plutôt parce que on sait toujours que là-bas, de temps en temps, il y a des traces. Et aussi, c'était des sites importants pour la sensibilisation parce que il y a quand même, c'est des îles qui sont assez peuplées. Ensuite, on a choisi Reao parce que c'est cette île, du coup, où on a eu la seule ponte d'imbriqué. Donc, on voulait savoir s'il y en avait d'autres, confirmer que ça avait bien été vu par les villageois, etc. et qu'ils nous racontent un peu est-ce qu'ils en avaient observé d'autres fois ou pas. Ensuite, on a choisi Nukutavake parce que c'est une île très proche de Reao. Donc, on s'est dit potentiellement, si on a eu à Reao, il pourrait y en avoir autour. Et après, du coup, on a profité pour aller sur deux îles à côté de Nukutavake. Et ensuite, Aratika, elle, on l'a choisie plutôt parce qu'on a eu des gens qui habitent là-bas qui nous ont fait des retours, comme quoi il y avait pas mal de pontes lors des saisons, des traces observées. Du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant. Et en plus, c'est quand même très bien quand on va dans ces îles. La difficulté, c'est que si on n'a pas de contact là-bas pour s'intégrer à la population, qui va bien nous montrer où il y a des traces, où il y a des pontes, alors qu'on sait qu'ils en mangent encore, c'est compliqué si on n'a pas de contact local. Donc, on en avait dans chacune de ces îles. C'est aussi pour ça qu'on les a choisis. Et après, je vais vous présenter d'autres résultats sur Moruroa, Tayaro et Niao, parce que c'est trois îles où on y est allé dans le cadre de d'autres missions, et une île on a eu des observations ponctuelles à Tayaro sur cette île. Et après, Wallis et Futuna, toutes les îles de Wallis et Futuna ont été, enfin, tous les îlots ont été suivis de manière continue sur Wallis, parce que les prestataires du projet habitent à Wallis. Donc, ils ont suivi Wallis et tous les îlots autour pendant les 2 saisons de ponte. Et Futuna et Alofi, Futuna, c'est quand même à peu près 1 heure, je me rappelle même plus, 2 heures, je crois, 1 heure. Je sais plus d'avion de Wallis, mais c'est pas juste à côté. Donc là-bas, ils y sont allés de façon ponctuelle pendant les saisons de ponte, à chaque fois quelques missions dans la saison pour faire les suivis. Donc du coup, juste pour vous localiser, donc nous, Polynésie française, Tahiti, donc les différentes îles, donc Rangiroa, Tikao, ça, je pense que vous situez. Après, Aratika, c'est ici, donc et ça ressemble à ça. Moroa, c'est très très au sud, c'est ici. Et ensuite, là, ici, on a Reao, qui ressemble à ça, qui a un atol très allongé. Et ici, c'est Nukutavake et c'est commune associée, donc les trois îles ici. Et ensuite, donc Wallis et Futuna. Donc là, c'est les Samoa, Wallis et Futuna. Donc par rapport à la Polynésie, c'est tout à l'ouest, hein. Et donc voilà, Wallis, c'est là. Et Futuna et Alofi, c'est là. Donc c'est beaucoup plus loin. Et vous voyez que la géographie de ces îles, Wallis, en fait, il y a un gros lagon avec plein d'îlots. Alors que Futuna, il n'y a pas de lagon, c'est juste une île haute. Et donc c'est bien différent aussi pour le suivi des pontes. Puisque je vous expliquerai plus en détail. Mais à Wallis, en fait, elles pondent pas du tout sur la grande île. Elles pondent que sur les îlots autour. Et à Futuna, du coup, ça pond, si ça pond, c'est sur l'île, comme il n'y a pas d'îlot autour de Futuna ou Alofi. Donc, du coup, les résultats du suivi des pontes.
Donc déjà on a eu des pontes partout, mais par contre les pontes d'imbriqués, donc il y en a eu aucune recensée en Polynésie française pendant les 2 saisons de suivi. Il y en a eu que à Wallis et à Futuna. Du coup c'est en bleu là sur ce graphique-là le nombre de pontes d'imbriqués à chaque saison. Et donc ça correspond à la saison en Polynésie française 2024-2025 et ça la saison 2025-2026. Et pareil pour Wallis et Futuna. Donc déjà, on peut observer qu'on avait eu énormément de pontes en 2025-2026 à Wallis et Futuna par rapport à la première saison de ponte. Donc ça est dû à 2 choses. Bon, déjà, on a eu plus d'efforts de prospection parce que le projet était beaucoup plus lancé. Mais surtout, la saison de ponte était beaucoup plus abondante cette saison-là que la saison dernière à Wallis et Futuna. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, à Tétiaroa, le site qu'on suit, c'était aussi une énorme saison de ponte cette année. Donc, on pense que c'est dans tout le Pacifique, ça a été une énorme saison de ponte pour les tortues vertes, la saison 2025-2026. Après, ça ressort pas forcément sur le graphique de Polynésie française, parce qu'on a fait que des missions ponctuelles dans des îles différentes, etc. Donc, c'est pas très représentatif de l'abondance générale de cette saison en 2025-2026 en Polynésie. Mais sur notre site qu'on suit tous les ans, elle était aussi énorme cette saison par rapport à l'année dernière. Donc, on pense que c'est pour ça qu'on a eu beaucoup plus de pontes à Wallis et Futuna. Et, euh, et donc, du coup, ça, bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour Wallis et Futuna, ça c'est, on voit pas bien, en plus, c'est le nom de toutes les îles et îlots où on a prospecté. Donc, vous voyez juste qu'en gros, à Wallis et Futuna, c'est les tortues vertes, elles ont pondu sur beaucoup, beaucoup d'îles et d'îlots, alors que pour la tortue imbriquée, elle a pondu seulement sur 4 îlots, et ces îlots, c'est que du coup, autour de Wallis, il n'y a eu aucune ponte recensée à Futuna et à Lofi de tortues imbriquées, c'est vraiment localisé à Wallis, les tortues imbriquées. On a eu zéro sur d'autres îlots, enfin sur d'autres endroits, à Futuna ou à Lofi, alors pourtant les gens savent bien à quoi ça ressemblait et ils n'en ont jamais observé, même d'après leurs discours et témoignages. Il n'y a jamais eu de ponte observée à Futuna alors qu'à Wallis, oui, de Imbriquis. Ensuite, ça c'est juste pour vous montrer la tendance temporelle des pontes. Donc ça, c'est les tortues vertes. Donc vous voyez que ça soit en Polynésie française ou à Wallis et Futuna, on a un pic de ponte sur les mêmes mois, donc qui est donc la saison la chaude. Donc c'est pareil à Wallis et Futuna, hein, à peu près de octobre, ça commence, novembre, décembre, janvier, les gros pics de ponte à Wallis et Futuna et en Polynésie pour la tortue verte. Par contre, la tortue imbriquée, ben voilà le graphique des mois, donc il n'y a pas de saison vraiment remarquée. Donc en fait, elle a pas l'air d'avoir une saison beaucoup très marquée par rapport à la tortue verte. Donc c'est pour ça que le projet va continuer pour essayer encore de recenser les pontes d'imbriqués et de comprendre est-ce que c'est parce qu'on a eu peu de pontes, donc on n'a pas réussi à vraiment voir s'il y avait un pic. Mais il semble pas en avoir parce qu'encore là, la semaine dernière, il y a eu des recensements de traces d'imbriqués à Wallis. Et donc on est en juin, donc voilà, il semble pas vraiment y avoir une saison marquée pour l'instant pour cette espèce. Mais d'après la littérature scientifique, la saison de ponte de toute façon des imbriqués dans le Pacifique Sud, pareil, soit il y a 2 saisons où ils disent qu'elle est pas très marquée par rapport à la tortue verte, donc c'est peut-être les mêmes similitudes là-bas. Ensuite, au niveau donc ça des traces recensées en Polynésie. Donc ça, c'est juste pour vous montrer à Rangiroa et Tikeo, on a eu peu de pontes. On a eu 4 traces à Tikeo, un peu réparties à des endroits différents. Et à Rangiroa, elles ont été réparties ici, mais c'est parce que c'est aussi le site où on est allé, où on s'est rendu parce qu'on savait qu'il y en avait. Donc on n'a pas fait toutes les autres parties plus à l'est, mais d'après les gens, il y aurait aussi des pontes vers l'est au secteur pas mal. Et bah, dans ces 2 atolls, les grosses contraintes, c'est la logistique pour aller faire les suivis parce que c'est hyper éloigné, c'est toujours au secteur. Et donc, c'est compliqué à mettre en place des vrais suivis de façon continue pour les traces des tortues. Ensuite, à Aratika, on a eu 45 traces recensées. Donc, Aratika, ça a été un des plus gros atolls où on a eu plus de traces de tortues vertes pour la Polynésie française. Et surtout, le truc qui est génial là-bas, c'est que vous voyez que toutes les traces sont là et que là-bas, c'est le village et c'est l'aéroport. Donc, en gros, pour faire les suivis, c'est super pratique. On est à 2 minutes de quasiment toutes les maisons. Donc, les gens, en fait, on a trouvé un couple qui était super motivé pour faire les suivis. Et ils sont allés toute la saison, ils marchaient juste sur la plage devant leur maison. Donc, du coup, c'est super pratique cet atoll. Il n'y a pas cette contrainte de logistique. Et en plus, nous, quand on est allé en mission, on a été quand même super motivés. On s'est dit, bah, on va trouver d'autres sites de ponte sur l'atoll. On a fait mais quasiment tous les autres motos. On n'a vu aucune trace. Donc, il y a vraiment un site de ponte là-bas très localisé. Donc, c'est bien pour cet atoll. Et par contre, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chiens et donc on a eu beaucoup de nids qui se faisaient manger par les chiens. Donc, on essayait de mettre en place des grillages, etc., pour limiter au maximum la prédation par les chiens.
Ensuite, Réao, donc c'est cette île où il y a eu la seule et unique ponte d'imbriqués. Mais d'après les gens, il y en a eu une et ils en ont jamais revu. Et cette ponte, c'est la différence avec les pontes des tortues vertes. Les tortues vertes, quand elles viennent pondre, elles pondent côté océan la plupart du temps, alors que la ponte d'imbriqués était côté lagon. Et à Wallis aussi, ça est ressorti beaucoup cette donnée, le fait que les tortues imbriquées pondent plutôt côté lagon et pas forcément côté océan comme les tortues vertes. Ensuite, donc ça, c'est les trois autres îles, Nukutawake, Pinaki, Vairatea, qui avaient été choisies parce que c'est proche de Reao. Donc ça, c'est des îles où on a eu, on va dire, quand même un peu de traces, parce qu'on a eu 15 recensées juste. Donc à chaque fois, c'est juste pendant notre mission d'une semaine, hein, les traces recensées. Donc plus que, par exemple, Tikao ou Rangiroa. Mais par contre, il y a un gros problème de prédation des tortues. Donc, bah, vous voyez là, cette tortue, c'est quand je suis partie en mission, on a balisé une tortue, bah, cette tortue-là. Elle est venue pondre, elle a pas pondu, du coup on a décidé de la baliser et en fait du coup elle est revenue pondre la nuit d'après et elle s'est fait manger par des chiens malheureusement. Et d'après les habitants c'était la 10e de la saison, sachant que nous en moyenne elles pondent à peu près 4 nids chaque tortue, donc en fait 10 tortues tuées par des chiens en une saison ça peut représenter leur stock de l'année qui est mort. Et donc c'est un gros problème de prédation et pour la protection des tortues. Donc là, il y a des amis vétos qui ont mis en place une campagne là, pour l'année prochaine de stérilisation. Donc on espère que ça va un peu faire diminuer cette pression sur les tortues qui sont braconnées, enfin pas braconnées, qui sont mangées par les chiens, qui sont abandonnées. Et enfin, du coup, Mororoa, donc ça c'est un atoll très particulier. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est où il y a eu pas mal, on a entendu parler parce qu'il y a eu les essais nucléaires, etc. C'est un atoll qui est à l'armée, enfin qui est au gouvernement. Et donc, vous voyez que sur cet atoll, contrairement aux autres endroits, on n'a pas eu que des pontes recensées. Donc ça, c'est la carte des événements de pontes. Toutes les pontes étaient localisées là. Mais ce qu'on a surtout eu la surprise d'observer, c'est ce qu'on appelle dans le jargon tortue les basking events. Donc c'est en gros des comportements de repos de tortues sur la plage qui viennent se reposer. Peut-être qu'il y en a qui en ont déjà entendu parler à Hawaï, parce que c'est très connu là-bas, ces tortues qui viennent se poser sur la plage. C'est pas connu dans beaucoup d'endroits du monde. Et du coup, nous, on a observé ça sur cet atoll. Notamment souvent à des moments de la journée, soit parce qu'il quand il faisait pas très chaud souvent et c'était pas plein soleil, ou pendant la nuit beaucoup. Donc on voit même un mâle qui est monté sur la plage se reposer. Donc ça, c'était super intéressant à observer. C'est la première fois que c'était observé en Polynésie française. Et donc, ben, on a remonté un projet pour retourner cet atoll et essayer de comprendre un peu mieux pourquoi il y a ça, quand il y a ça, quelles sont les tortues qui font ça. Nous, la plupart des tortues observées, c'était des juvéniles subadultes, donc 60 centimètres à peu près la longueur de carapace, à part certains comme le mâle des adultes, mais ils sont souvent des subadultes. Et pourquoi elles font ça? Enfin, pour l'instant, ce qui est connu dans la littérature, c'est souvent des comportements qui se font pour la thermorégulation des fois pour avoir plus chaud parce qu'elles sont dans des courants froids. Ça peut aussi être pour éviter, par exemple, des femelles qui veulent pas se reproduire, qui veulent éviter ça, qui se mettent sur la plage. Ouais, en gros, c'est d'essayer au maximum de réduire les dépenses énergétiques selon les. Mais c'est que pour l'instant des hypothèses. En fait, c'est pas vraiment encore connu exactement pourquoi les tortues font ça. Mais voilà, du coup, c'est le seul endroit où on a observé ça pour l'instant. Et ensuite, du coup, je vais le faire rapidement parce que je suis un peu longue. Futuna Alofi, bon, ça c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, les sites de ponte là-bas, bon, c'est moins intéressant comme c'est pas en Polynésie française, mais du coup là-bas, on a eu pas mal de pontes. On a eu une cinquantaine de traces recensées à chaque saison sur chacune des îles. Et la grosse contrainte là-bas aussi, c'est les chiens, parce que du coup, les tortues elles pondent à côté du village à Futuna. Et en fait, dès qu'il y en a qui viennent pondre sur la plage, les chiens ils aboient, etc. Ça les fait fuir. Et également la lumière. Il y a eu plein de villageois qui ont retrouvé des bébés tortues dans leur cuisine quand ça sort du nid parce qu'elles sont attirées par les lumières. Donc c'est les grosses menaces sur Futuna. Et ensuite, du coup, donc Wallis, Wallis, pour la première fois, du coup, on a pu, du coup, faire le suivi des pontes déjà de manière régulière, surtout identifier des tortues, on en a bagué, on en a photo-identifié, on a eu, du coup, des recaptures des tortues qui sont revenues pondre sur la plage. Donc ça, c'était une première pour Wallis, ça n'avait jamais été fait. Donc on a deux gros sites de ponte pour les tortues vertes, et un îlot du nord, et surtout un îlot qui est situé au sud,
ici Fayoa, donc c'est là où on a eu quasiment toutes les pontes de tortues vertes. Sur cet îlot, on a eu plein par nuit qui venaient monter. Mais le gros problème, comme c'est des tout petits îlots, c'est la submersion et la disparition des plages. Donc il y a là cette pointe-là. Quand j'y suis allée, on avait recensé à peu près 30 nids et ils m'ont dit un mois après, en gros, bah, il y a eu zéro quasiment éclosion, ils pensent, parce qu'avec les grosses houles, tous les nids ont été complètement inondés. Donc eux, c'est un des gros problèmes pour le suivi et pour les tortues, c'est ces plages qui disparaissent. Et ensuite, du coup, pour la tortue imbriquée, donc la tortue imbriquée, on a eu des traces, mais c'est quand même minime, hein, donc c'est pour ça que c'est très important de protéger ces sites. Sur les 2 saisons, on a eu 30 traces recensées de tortues imbriquées, donc c'est pas énorme, mais bon, c'est quand même à protéger. Et peut-être que justement en protégeant mieux, ça pourrait remonter ce nombre de traces. Et il y a surtout donc 2 îlots qui sont les 2 îlots au nord où les tortues imbriquées, c'est vraiment leurs îlots prioritaires où elles pondent. Sinon, il y a juste eu deux pontes à Fayoa, l'îlot où les tortues vertes pondent, et 2 autres sur un autre îlot. Mais c'est vraiment 2 silos prioritaires. Donc là, dans leur nouveau projet qu'ils mettent en place à la suite de celui-là, ils vont vraiment essayer de préserver et de suivre ces 2 îlots pour mieux comprendre les tortues imbriquées. Et du coup, juste pour vous montrer, pour finir, les différences imbriquées et vertes qu'on a pu recueillir durant le projet. Donc déjà, la taille des œufs, il est beaucoup plus petit chez les imbriqués. Donc vous voyez la taille de la main. Donc ce qui était bien, c'est quand une fois que le nid est clos, nous, on va creuser pour essayer de recenser pas mal de paramètres scientifiques. Et du coup, même si on n'avait pas vu la ponte, on pouvait savoir, même s'il y avait que des œufs vides, si c'était une verte ou une imbriquée grâce à la taille des œufs dans le nid. Ensuite, également, les différences sur les nids, il y a la profondeur des nids. Donc ça, en bleu, c'est tortues vertes et en rouge, c'est tortues imbriquées. Les nids des tortues vertes, ils vont être beaucoup, enfin pas beaucoup, mais un peu plus profonds que les nids des tortues imbriquées. Mais par contre, on a remarqué qu'ils sont plus larges aussi. Donc, en gros, les tortues imbriquées creusent moins profond mais plus large, et les tortues vertes plus profonds et moins larges. Par contre, au contraire, il y a beaucoup moins d'œufs dans les nids de tortues vertes. On est à peu près à 100 œufs, alors que les tortues imbriquées, il y a 200 œufs par nid. C'est énorme le nombre d'œufs qui pondent. C'est pour ça qu'elles sont quand même obligées de faire un nid plus large, parce qu'il y a plus d'œufs à mettre, même si les œufs sont plus petits. Et après, malgré le fait qu'il y ait plus d'œufs, le pourcentage à chaque fois de succès d'éclosion ou succès d'émergence, il a été à peu près identique, souvent vers les 90% pour les 2 espèces de tortues, ça changeait pas, même s'il y avait un nombre d'œufs différent. Et enfin, ça c'était pas prévu dans le projet, mais nous on balise des tortues à Tétiaroa pour savoir où elles vont pondre, ou pardon, où elles vont pas pondre, s'alimenter justement, où elles vont quand elles ne sont pas en train de pondre à Tétia. Donc on a fait pas mal de balisage depuis plusieurs années. Et l'année dernière, on a balisé notamment 5 tortues. Donc en fait, là en bas, tous les trajets que vous voyez à part un, ça date de 2018, 2017, etc. C'est des balisages très anciens. Et on connaissait que les Fidji comme site d'alimentation pour nos tortues qui viennent de pondre à Tetiaroa. Et l'année dernière, pile quand on avait mis en place ce projet avec Wallis et Futuna, on a découvert que 2 de nos tortues de Tetia se sont rendues à Wallis et 2 au Samoa. Du coup, bah, c'était super intéressant parce qu'en plus d'avoir mis ce projet en place, on sait maintenant que les territoires sont connectés directement par les tortues qui viennent pondre sur Tetiaroa. Et ce qui était marrant en plus, c'est que du coup, les prestataires qui ont fait le suivi des pontes à Wallis, ils sont venus se former sur notre site. Et c'est un des prestataires qui avait balisé cette tortue qu'ils ont pu, du coup, enfin, qui est maintenant à Wallis. Et elle a été revue une fois par une personne en snorkeling, cette tortue balisée, parce que bah, grâce à la balise sur le dos. Et également, cette année, la nouvelle, c'est qu'on a balisé des mâles, parce que les mâles, on ne sait pas du tout ce qu'ils font. Et en fait, les mâles, du coup, on en a balisé 5 en septembre. Sur les 5, il y en a 3 qui sont restés et qui sont toujours autour de Tetiaroa. Et il y en a un qui s'est aussi rendu à Wallis. C'est la seule route de migration qu'on a eue. Parce que les autres ils sont restés à Tétia, donc ça ouvre plein de questions parce que ben, on sait pas en fait par rapport. Les femelles, on sait que dès qu'elles ont fini de pondre, elles remigrent, mais du coup les mâles, ça se trouve qu'il y en a certains qui restent sur plusieurs saisons pour s'accoupler avec avec des femelles sur plusieurs saisons de suite. Et il y en a un autre, juste le dernier, il est parti à Bora, mais malheureusement, on a des fortes suspicions qu'il ait fini à la casserole parce qu'en fait, toutes les tortues qu'on a balisées en septembre, les 4 autres sont encore en train de d'émettre, alors que celui de Bora, il s'est arrêté en janvier. Donc c'est bizarre que comme par hasard, c'est celui qui soit parti à Bora qui a arrêté d'émettre, alors que les balises sont censées émettre beaucoup plus longtemps. Donc je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il n'aimait plus.
Voilà, du coup, à peu près pour ce projet. Donc, c'était un super projet parce que ça nous a permis, du coup, surtout de mieux connaître les sites de ponte à Wallis et Futuna et aussi d'initier vraiment une dynamique ensemble entre deux territoires du Pacifique Sud pour mettre des projets en commun sur les tortues marines. Donc, grâce à ce projet, eux, du coup, ils se sont motivés, le service de l'environnement, et là, ils ont repostulé à un nouveau projet pour les saisons prochaines de ponte pour continuer ce suivi qu'on a initié ensemble et essayer d'imiter toutes les menaces qu'on a listées lors de ce projet-là. Et nous, en Polynésie, même si on n'a pas du coup connu de sites de tortues imbriquées, ça nous a permis de connaître de nouveaux sites de tortues vertes réguliers. Voilà, merci à tous. Merci.